Bonjour madame. Bonjour monsieur. Présidente d'honneur d'Attac, présidente du Transnational Institute, le TNI, auteur de nombreux livres dont Comment meurt l'autre moitié du monde, vous tentez de nous éclairer depuis une quarantaine d'années sur la financiarisation de nos vies. Comment les entreprises transnationales prennent-elles le pouvoir chaque jour un peu plus? C'est le sujet de mon dernier livre qui s'appelle Les usurpateurs, publié il y a très peu de temps, où je montre, je crois, ou j'espère que les lobbies sont en train de changer. Tout le monde sait ce que c'est que le lobby maintenant. C'est une entreprise qui veut obtenir quelque chose des hommes politiques. Mais maintenant, elles sont beaucoup mieux organisées que ça. Elles sont organisées par branches. Donc, toutes les automobiles ont leur lobby, toutes ensemble, les produits pharmaceutiques, etc. Et ainsi de suite. Et ça s'appelle toujours une fondation ou un conseil ou un cercle, quelque chose de tout à fait innocent. Elles ont aussi maintenant pratiquement écrit le grand traité transatlantique entre les États-Unis et l'Europe. C'est vraiment leur œuvre. Depuis 20 ans, elles préparent cela. Et c'est le sujet de mon intervention ici à Toulon. N'est-ce pas aussi en changeant la façon de penser des gens, en intervenant à travers des plans de communication? Oh oui, bien sûr, parce que le langage compte beaucoup. Si on essaie de vous dire que la nourriture aux États-Unis est exactement la même qu'en Europe et qu'on n'a rien à craindre d'échanger ces produits librement, comme ce traité transatlantique nous encourage et va nous enjoindre de le faire si ça passe, vous allez finir par croire que les OGM c'est parfait, que le bœuf aux hormones, que le poulet lavé au chlore, que les médicaments qui sont considérés dans beaucoup de pays comme dangereux, etc., que tout cela n'a aucune importance. Mais quand c'est répété 100 000 fois, et vous entendez ça à la fois par les médias ou par les gouvernements, ça convainc beaucoup de monde, pas tout le monde, mais beaucoup. Selon vous, c'est bien la finance qui impacte notre quotidien en pesant sur les décisions politiques majeures, qu'il s'agisse de la santé publique, d'agroalimentaire, d'impôts ou de commerce. Mais face à cette pieuvre, comment le simple citoyen peut-il agir? Si la mobilisation de la rue est nécessaire, est-elle suffisante selon vous? L'action citoyenne n'est jamais suffisante et la preuve c'est que les entreprises prennent vraiment le pouvoir parce qu'elles sont bien cachées pour la plupart des gens. C'est pour ça que j'écris d'ailleurs, j'essaie d'expliquer. C'est la finance, mais c'est pas seulement les banques, c'est aussi les grandes branches pharmaceutiques, alimentaires, des véhicules, le pétrole, le gaz, tous ceux qui créent le réchauffement climatique. C'est tout cela qui fait que le citoyen est un peu, malheureusement, effectivement, anesthésié. Mais je crois que nous avons la première chose à faire, c'est de signer contre ce traité transatlantique qui pourrait entériner énormément de mauvaises pratiques dont les Européennes ne veulent pas. Il faut aller sur collectif, stop TAFTA et mettre sa signature. Dans le cadre du traité transatlantique qui s'écrit en secret, pouvez-vous nous éclairer sur ce mécanisme qui permet aux multinationales d'attaquer un État devant un tribunal privé si elles estiment qu'une mesure législative affecte leurs bénéfices? Oui, c'est terrible parce que ce sont des tribunaux privés d'arbitres qui sont rien d'autre que de grands avocats, des grands cabinets d'avocats, surtout américains et britanniques, et qui ont fait de cela une profession très bien rémunérée d'ailleurs, et où une entreprise peut dire « je n'ai pas reçu un traitement équitable ». Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai été partiellement exproprié parce que vous m'avez refusé, comme en Australie, de faire des paquets de cigarettes où 80% du paquet montre les menaces contre la santé, ou parce que je ne me suis pas attendue
à ce que l'Égypte hausse le salaire minimum. Et donc je fais un procès contre l'Égypte, comme Veolia le fait en ce moment. Quand une entreprise estime que ses profits actuels ou futurs sont menacés, c'est vrai, elle peut faire un procès devant un tribunal privé. Et les 2/3 jusqu'ici des cas que nous connaissons ont été décidés en faveur des entreprises et non pas en faveur de l'État. Selon le BIT, l'Europe a toutes les chances d'être le continent le plus touché par le chômage. Au-delà de la tragédie humaine, cette perspective n'ouvre-t-elle pas un nouveau boulevard à des situations pré-insurrectionnelles, un peu comme dans les années 30 ? Mais il faut dire que, personnellement, j'espère éviter la violence. Et ce que je voudrais dire sur cette fameuse TAFTA, sur ce traité, c'est que l'Europe dit que ça va nous faire gagner des emplois, mais des études plus sérieuses disent que ce sera 600 000 pertes d'emplois en plus pour l'Europe, et la France sera le pays le plus touché avec au moins 130 000 emplois de perdus. Donc il y a des choses à faire. L'autre chose à faire contre le chômage, c'est la transition vers une économie zéro carbone ou très très basse en carbone, c'est-à-dire l'économie qui ne fait pas d'émissions et qui lutte contre le réchauffement climatique. C'est une situation gagnant-gagnant. On évite, ou on espère encore éviter, le réchauffement climatique catastrophique, et on crée des emplois et une autre forme de croissance infiniment plus propre. Si je vous ai bien compris, le traité transatlantique qui s'écrit aujourd'hui en secret n'oppose pas les Européens aux Américains, mais bien les multinationales aux citoyens. C'est bien cela. Les citoyennes américaines et européennes d'ailleurs travaillent ensemble. Je suis dans des groupes où ça existe, c'est tout à fait transnational. Et où les entreprises s'entendent depuis 20 ans et préparent ensemble, que ce soit européenne ou américaine, elles préparent ce traité ensemble. Elles veulent les mêmes choses, les citoyens de plus en plus n'en veulent pas, et c'est effectivement tout à fait les entreprises qui cherchent une liberté absolue, libérée de toute contrainte démocratique, et les citoyens, forcément, dès qu'ils s'apprennent, sont contre. Il y a maintenant bien longtemps que vous développez les mêmes messages, puisque votre premier livre, Comment meurt l'autre moitié du monde, si je ne me trompe, a été publié en 1976. C'est bien cela, oui. Votre principal handicap pour être comprise du grand public n'est-il pas d'avoir raison trop tôt ? Oh, peut-être, mais vous savez, les gens qui sont, comme moi, chercheurs et en même temps activistes, en même temps actifs dans des mouvements comme ATTAC ou autres, savent que les idées prennent un temps très long pour s'infiltrer, et malheureusement, les néolibéraux, ceux qui veulent les privatisations, ceux qui créent ces immenses inégalités que nous connaissons maintenant, ceux qui sont pour les salaires illimités pour les grands chefs d'entreprise, eux sont en avance sur nous. Ça, je l'admets très facilement. Mais ce que je constate aussi, c'est que je n'ai jamais vu autant de groupes travailler sur autant de sujets, sur les choses qu'il faudrait faire, et ceci internationalement. Ce n'est pas vrai seulement en Europe, seulement en France, mais aussi aux États-Unis, mais aussi sur les continents du Sud, en Amérique latine, partout dans le monde, les gens, et en particulier sur l'environnement. Si vous regardez une carte des soulèvements contre des mauvais projets d'environnement, vous voyez une carte qui est absolument truffée d'étoiles. Lutte ici, partout dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, Internet, les réseaux sociaux vous aident à la mobilisation ? Ah ben bien sûr. Je me souviens, parce que mon premier engagement, c'était la guerre du Vietnam, et ces coups de téléphone transatlantiques qui coûtaient très très cher et qui étaient difficiles, on ne pouvait pas très bien organiser des choses internationalement. Maintenant, tout cela s'est fait gratuitement et c'est fait de plus en plus efficacement. Pour conclure, par une note d'espoir, citons Gandhi, si vous le permettez. D'abord, ils vous ignorent, ensuite ils vous raillent, puis ils vous combattent, et enfin vous gagnerez. C'est ce qu'il nous reste à espérer.
Ben, c'est Gandhi qui dit ça. J'aimerais bien avoir inventé, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais je crois que c'est vrai, il faut persévérer parce que si vous gagnez trop tôt, ça veut dire que vous n'avez pas choisi une question assez pertinente. Donc, il faut s'engager et puis continuer, même quand on est découragé. C'est normal d'être découragé parfois. Mais c'est aussi, je crois, notre honneur, notre fierté, de ne pas être indifférent au sort des hommes et de notre planète. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie.